L'heure est venue de se retrouver pour ce qu'est-ce qui s'est passé à NXT TakeOver Vengeance Day, show du 14 février 2021. Le V de la Saint-Valentin a été remplacé par le V de la vengeance. Peu de gens ont réussi à se venger, réellement, dans ce show. Alors moi, Kushida. Kushida, il s'est pas vengé. Non. Il a fait un bon match. Il fait du bon catch. Mais il se venge pas. Ouh là là, Kushida, il s'est pas vengé. Petite perte d'intérêt. Des choix de booking assez étonnants. Étonnants. Et surtout, là, pour la construction de ce NXT TakeOver Vengeance Day, un double tournoi Dusty Rhodes classique tag team masculin et féminin qui n'ont pas suscité des hypes fantastiques. Nous attaquons tout de suite avec une information, j'en ai parlé un peu plus tôt pour ce live, pour tous ceux qui me suivent là en direct sur Sturi 316, ça c'est arrivé dans le kick-off. La signature, c'est officiel, de Eli Drake, ancien champion Impact Wrestling, qui se retrouve du côté de NXT sous le nom de LA Knight. J'ai sondé tout à l'heure, bien entendu, la communauté de ces salles catch, qui répondait à 80% ne pas être particulièrement hype pour l'arrivée de Eli Drake au sein de NXT. On découvrira, on sera peut-être les premiers surpris, et on a envie d'être surpris quand on regarde NXT, justement. Premier match de la soirée, finale du Dusty Rhodes classique, Shotzi Blackheart et Ember Moon contre le projet, l'énorme projet Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Nous avons cette information, celles qui remporteront cette finale du Dusty Rhodes classique féminin auront une opportunité de défier les championnes par équipe qui actuellement sont Nia Jax et Shayna Baszler. Ce qui pourrait laisser sous-entendre que des babyface pourraient remporter la victoire. Parce que c'est toujours complexe, tu vois, de booker du heel contre heel, ça pouvait laisser, tu vois, donner une petite indication. Et bien justement, un truc qui m'a particulièrement étonné, alors déjà, les entrées des catcheuses, je voulais quand même attirer une petite chose, j'ai adoré le fait que pour chaque équipe, il y ait des raccords au niveau des codes couleurs. Raquel Gonzalez et Dakota Kai qui sont, tu vois, une des seules équipes legit de ce tournoi, puisque les deux filles sont associées depuis quasiment une année, tu vois, à la WWE. Les voir dans le tournoi arriver en finale, ça me paraît bien. L'autre équipe, en revanche, totalement composée, pour le coup, Shotzi Blackheart, Ember Moon. Il y a une association qui est un peu naturelle, on s'est un petit peu mis, tu vois, code couleur, elles sont tous les deux arrivées avec des tenues de joueuses de paintball, dirons-nous, la teinture verte de Ember Moon, et il y a une association qui me plaît dans le truc, parce que Ember Moon est une catcheuse un peu, comment dire, un peu spotty, un peu flashy, un peu chouette, et Shotzi Blackheart est un peu dans cet esprit-là. Il y a une sympathie naturelle pour supporter ces babyface. Les conditions sont réunies quand même pour assister à un chouette match de catch. Ma grande surprise, où je m'attendais à ce que Dakota Kai entame les hostilités, et ben non, c'est directement Raquel Gonzalez qui a la main mise directement sur le match. Elle enchaîne Ember Moon et Shotzi Blackheart. C'est juste au moment où elle va faire le relais avec Dakota Kai que Dakota Kai, elle va perdre l'avantage pour son équipe. Et là, Dakota Kai, de ce fait, qui va être l'incroyable maillon faible de tout ce match pour son équipe, elle est partie en phase de hit, mais c'est elle qui prend la hit. Donc je me dis, mais les babyface buzzent comme des heels, les heels buzzent comme des babyface. Et attention, argument à l'appui, même quand Dakota Kai, tu vois, elle rampe pour aller chercher un relais, Ember Moon, stratégie de heel, va attaquer Raquel Gonzalez qui attend, tu vois, de prendre le relais. Choix très étonnant. Très étonnant. Mais en tout cas, qui m'a laissé supposer qu'on testait un truc avec Raquel Gonzalez. Et justement, hein, pendant tout le match, quand Raquel Gonzalez va être en contrôle, elle va être rarement contrée. Hein, elle va toujours rester très très forte. Team Brandao pour Dakota Kai, qu'on salue. Belle Team Brandao pour elle. Pour la botte dans le coin. Voilà, la production n'est pas restée forte. On est à un bon 20 cm. Excellente. Je parle pour eux, j'ai pris des images un petit peu des moves, mais l'éclipse d'Ember Moon est quand même un des moves les plus cool qui soit, et magnifiquement vendu par Raquel Gonzalez. Donc il continue de briller, Raquel Gonzalez, qui est dans tous les bons coups. Qu'est-ce que c'était ce move là? Ah, oula, si, bah, là je viens de le recomprendre. Shotzi Blackheart, ça fait 2 semaines, j'ai l'impression qu'elle tente un Sherwani. C'est une espèce de slice, je sais plus si c'est un slice bread, ouais c'est ça, depuis la 3e corde, et 2 fois claquer cette tête. Elle part sur le move, elle ne se donne pas assez de rotation, elle tombe sur la tête, la malheureuse. 2 fois, faudrait arrêter.
me fait peur. Shotzi Blackheart, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une commotion cérébrale qui se joue à chaque match. Ça m'effraie beaucoup. Dakota Kai qui prend des bumps pour le business, il y a ce super crossbody, enfin super, elle se laisse quand même un peu tomber, Ember Moon n'a pas pris non plus une amplitude de fou, parce qu'on va pas tuer non plus Dakota Kai, mais qui va prendre une Electric Shear vers l'extérieur, plus le poids d'Ember Moon. Joli bump, ce qui va laisser Raquel Gonzalez seul contre 2. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont oser donner la victoire à Ember Moon et Shotzi Blackheart en leur faisant faire le tomber sur Raquel Gonzalez, qui m'étonnerait par rapport au fameux projet. Mais il va y avoir des tags, il va y avoir énormément de tags. J'ai eu l'impression que le match aurait pu se terminer, tu vois, 4-5 minutes auparavant, alors que... Il va durer combien de temps ce match? J'ai oublié de donner les informations de temps. 17 minutes quand même, 17 minutes, match assez long. Un spot que j'ai adoré, c'est peut-être mon spot préféré, c'est Shotzi Blackheart qui réussit une espèce de crossbody sur une Raquel Gonzalez qui essayait de revenir dans le ring. Elle lui a planté la tête sur le sol, ça c'était magnifique. Je trouvais ça super. Le finish de Raquel Gonzalez, cette espèce de bombe là où elle passe la main entre les jambes, plus aucun choc slam. Toutes les filles accepteront pas de prendre ce bump, mais en tout cas Shotzi Blackheart elle le prend de bon cœur. Et victoire finale de Dakota Kai et de Raquel Gonzalez avec, je sais pas. Raquel Gonzalez c'est la big girl. C'est tu vois, c'est l'équivalent on va dire de Braun Strowman dans la division féminine de NXT. Elle a été, mais alors legit, sincère, heureuse de sa victoire avec Dakota Kai. Truc qui m'a plu énormément, j'en ai parlé pendant le NXT SKO, mais je me suis dit, il y a une histoire à raconter. Si on fait ça, si on fait Dakota qui gagne avec Raquel Gonzalez, il contre il, c'est pas perdu. Parce que Dakota a une histoire à raconter avec Shayna Baszler, avec Baszler qui l'a traumatisé du côté de NXT. Et juste pour avoir l'idée de la pop, l'idée de la réaction que ça pourrait susciter de voir Raquel Gonzalez confronter Nia Jax en face-off, tu vois, comme Vince McMahon, il aime bien faire des face-off. Je me dis que c'est le meilleur moment pour que mon trou, le trou de Nia Jax, mette over quelqu'un. Et non pas Lana, ce serait génial que le trou de Nia Jax mette over Raquel Gonzalez pour le coup. Parce que pour moi, il y a projet. Elle est assez irréprochable. Et face ou heel, peu importe, j'ai juste l'impression qu'elle est chouette. Je l'aime bien. Donc voilà, il y a cette histoire qui est un peu cool, qui peut être racontée. Et ne serait-ce que la célébration, ramener la coupe à la maison VG Dream. Ah ouais, non, mais là, ils ont mis une grosse ambiance. Hein. Cotillon, etc. Gros truc hein, pour célébrer celles qui font l'histoire. Raquel Gonzalez, elle est pas heel. Enfin, j'ai pas l'impression, tu vois, de voir quelqu'un de méchant. J'ai l'impression de voir quelqu'un heureux d'avoir gagné. Super heureuse d'avoir gagné. Gros smile et tout. Un naturel qui m'a pas dérangé, en tout cas. Et un match pour lequel je vais être... Ok, il y a des approximations. Un bon 3/4 pour ma part. Je suis ravi de ce combat, de l'issue que ça a donné, du spectacle qu'elles ont offert. Un chouette, superbe opener pour ce show NXT TakeOver Vengeance qui commence très très bien. Et qui va se poursuivre d'ailleurs avec Kushida qui fait face, qui challenge même plutôt, Johnny Gargano pour le championnat des États-Unis. Le championnat nord-américain, pardon, nord-américain. Une storyline qui a quand même été marquée par beaucoup d'angles de comédie. Et bien la comédie, figurez-vous, va rester totalement au vestiaire. Parce que, à un moment, déjà on a eu un super clip de présentation, on a vu justement toute la comédie de Johnny Gargano et The Way. Mais à un moment donné, il y a ces plans sur Kushida là que tu vois s'entraîner avec Akawe, tu vois, dédicace à Danny Boone, où on le revoit même, tu vois, avoir sa signature avec William Regal et Triple H. Et moi je me souviens que quand Kushida avait signé en janvier 2019, janvier ou février, peu importe, je sais plus. C'est merde, Kushida, on a peur qu'il soit pas respecté, comme le disait Flo, qu'on l'appelle Thierry japonais. Heureusement pour nous, c'est resté Kushida, mais c'était big deal. C'était quand même un mec qui était le ace de la division junior de New Japan Pro Wrestling, un mec qui était établi, très très fort, un peu incontournable. Il a pris ce risque d'aller aux États-Unis pour avoir cette chance. 2 ans plus tard, il a quand même fallu attendre 2 ans à NXT pour que le mec ait son véritable premier programme important pour un championnat. 2 ans et demi. 2 ans. Combien de catcheurs de WWE qui ont signé à NXT, ils ont eu, tu vois, une propulsion immédiate. Genre quand Shinsuke Nakamura, il est arrivé, grosse star, à peine 3 mois plus tard, il est champion NXT, tu vois. Il y a plein de mecs qui sont arrivés à NXT, champion, direct, boum, clac. Kushida, je me dis, avec l'impact qu'il avait, le star power qu'il amenait, justement, ils lui ont appris à pas être over, ils ont pas su trop quel programme lui donner. Un chouette match contre Walter, une petite feud comme ça contre Cameron Grimes.
Il est revenu un petit peu badass, un peu méchant là, face à Velveteen Dream. Il a mis un jean. Bon, ça va peut-être tout changer hein, pour NXT. Ils se sont dit, hé, on va le mettre en jean. Eh ben allons-y, programme. Information capitale, donc pas de comédie, je le disais. Pendant l'entrée de Johnny Gargano accompagné de Candice LeRae et Indy Hartwell, Austin Theory va se faire attaquer à coup de chloroforme de la part de Dexter Lumis, qui va visiblement le kidnapper. Il a même hacké son compte Twitter, on en a parlé tout à l'heure. Pas de bol. Ça a été superbement mené, parce que Johnny Gargano, personne remarque en fait qu'Austin Theory se fait kidnapper. Il fait, tu vois, pour lui faire le... Pour se taper, tu vois, sans se regarder, se taper dans la main, se faire un high five, mais il n'y a pas de Johnny Gargano. Donc il va dire au film, bah, il est où Johnny Gargano? Allez me chercher Johnny Gargano. Allez me chercher Austin Theory. Et Johnny Gargano est venu seul au ring rejoindre Kushida, et là... Allez, là on a eu des séquences de match wrestling. Ça va durer combien? Ça va durer 24 minutes, j'ai pas vu le temps passer. Est-ce que quelqu'un a vu le temps passer, s'il vous plaît? Tous les moves sont sortis avec une fluidité, t'as l'impression que Gargano et Kushida se connaissaient depuis 20 ans. Qu'ils avaient catché dans le circuit indépendant toute leur vie. Ça tient à l'adaptabilité un peu folle du style de Gargano, et surtout à l'adaptabilité un peu hallucinante du style de Kushida. Tout paraissait roulé, voilà. Tout était cool. Tout était cool. Chain wrestling, au sol, match wrestling, boum. Il va y avoir un point assez important, tu vois, première phase qui va se terminer où Johnny Gargano va prendre l'avantage. Il y a un super kick comme ça dans le... depuis l'up round sur Kushida, qui catch donc de ce fait, habillé en Jimmy Wang Yang, c'est ça qui est un peu triste, mais bon bref. Super kick, hop, et derrière, alors qu'il y avait un truc qui m'avait plu dans le premier match et qui me plaisait jusque-là, ils n'avaient pas trop exagéré les ambiances de la part du public. Le vrai public qui est présent à NXT, qui fait du bruit, qui tape contre le plexi, qui applaudit, qui fait ouais, Kushida, il était bien jusque-là. Ils n'ont pas pu s'empêcher, après ce mouvement-là, de balancer des Johnny sucks, Johnny sucks. Et moi, là, de ce que je vois pour le moment, Johnny, il sucks rien du tout. Hein. Johnny, il est Johnny Wrestling. Il nous fait ce qu'on aime voir de Johnny, en étant un peu arrogant, pas plus, mais pas au point de dire des Johnny sucks, parce que Johnny, il sucks rien, là. Il gruge pas. Il fait du catch et il est arrogant. C'est tout. Il sucks pas. Arrêtez de nous mettre des Johnny sucks. Personne n'aurait chanté de Johnny sucks à ce moment précis à NXT si on a eu le vrai public. Personne. On voit du catch, on est ravis. Arrêtez, arrêtez. Bon, voilà. Ça, c'est mon petit point noir. Derrière. Ah, deuxième petit point noir. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vais pas sur les notes maximales. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début de live. Ça, ce match-là, c'est 4,5. Au moins 4,5. Il y a un boulot sur le bras de Johnny Gargano pendant quasiment tout le match, mais j'ai pas eu l'impression qu'il l'ait vendu comme si son bras le gênait, tu vois, pour porter certains de ses assauts. Ça m'a un peu déçu parce que Kushida est quand même réputé pour être un des meilleurs mecs à travailler, tu vois, le bras de ses adversaires, parce que tous ses finishes tournent autour de moves sur le bras. Le selling de Gargano l'a pas handicapé à porter des trucs par la suite. Ça m'a un peu gêné. A l'inverse, quand Gargano bosse sur le bras de Kushida, il vend tellement bien. Il a vendu tout. Et si je mets cette petite image du Cruiserweight classique, c'est que là, ça m'a pété au cas. J'ai fait, putain, c'est le championnat nord-américain qui est en jeu. Et j'ai repensé à 2015, le Cruiserweight classique. Imagine quand on avait toutes ces compositions de superstars qui venaient de manière internationale, où on avait des dream matchs qui s'étaient créés à WWE pour aboutir justement sur la création d'un championnat Cruiserweight. Dans ma tête, et je pense dans la tête de plein de fans, on s'est dit le championnat Cruiserweight, c'est ce genre d'action qui serait censé, tu vois, représenter. C'est-à-dire voir des mecs mixés, tu vois, avec d'horizons différents, apporter des dream matchs dans cette division Cruiserweight, justement, et briller à l'intérieur. Et faire des matchs de cette trempe-là. Vous avez vu hein, ce qui est devenu le championnat Cruiserweight aujourd'hui. On sait même pas qui est le champion, s'il y en a un NXT, un UK, bref. Tout ce que ça a été avec 205 Live, qui a été une déception hallucinante. Et je me suis vraiment dit, voilà, ça, ce Gargano contre Kushida, ce type d'action que je vois dans le ring, j'aurais rêvé que ce soit ça, tu vois, la compétition pour un championnat Cruiserweight à la WWE. Vraiment. Là, c'est le championnat nord-américain. Il n'y a pas de limite de poids, c'est plus prestigieux dans l'idée de WWE, ok. Mais quand même, quoi. Les mecs sont pas à 205 livres, on est d'accord. Mais bon, retirez-le, ce titre, il sert plus à rien. Même le champion Cruiserweight, aujourd'hui, il va affronter Karrion Kross. Pas pour le titre, bien sûr, mais il est même dans un autre programme. Dans la série des moves hallucinants, bien entendu, il y a le flipping armbar de la part de Kushida qui va bloquer Roderick Strong, Johnny Gargano au sol. Il va lui mettre 1 minute, tu vois, de soumission, et Gargano, il est incroyable. Quand il vend une soumission au sol, Gargano, t'as l'impression qu'il va taper, il tape pas, il gratte, il fait trembler la main.
tension à son paroxysme, tout le monde à ce moment-là, précisément moi, mais je pense plein d'entre vous, vous avez envie de voir Johnny Gargano perdre, abandonner et voir Kushida sacré champion nord-américain. Parce que vraiment, au vu de la physionomie du match, il mérite. Mais voilà. Gargano va réussir à reprendre l'avantage. Je crois qu'il y a un coup pas forcément bien net. Pas net. Un coup pas bien net. Et il va y avoir un DDT, d'abord un sur la rampe du ring. Sur la rampe d'entrée, pardon. Un deuxième dans le ring. Et Kushida va perdre. De manière clean. Ça fait clean. C'est un peu clean. Il n'y a pas eu une intervention de Candice LeRae. Il n'y a pas eu une intervention de... Voilà. Kushida hyper clean. Et qu'est-ce que je vois à ce moment-là? Je vois partout sur les internets, sur les Twitter de WWE, même retweeté par le compte de NXT, WWE, les superstars, tout ça. Je sais plus qui y a Biggie. Biggie, par exemple. Je vois Biggie, je vois plein de mecs tweeter pour dire Kushida, quoi. Shinsuke Nakamura, Kushida. Tous les mecs, ils disent Kushida. Kushida, il est super. Quelle pépite on a. Tout le monde dit, bien entendu, super match. Même Stephanie McMahon, elle tweet, elle dit, ah, c'était super. Bien sûr, c'est super. Mais je me sens un petit peu... emmerdé parce que Kushida il gagne pas à la fin. Et vraiment toute la physionomie du match me donnait envie de voir une victoire de Kushida. J'étais un peu surpris de voir Johnny Gargano gagner clean et d'avoir limite pendant tout le match catché comme un babyface et catché comme Johnny Wrestling. Alors attention, je suis content qu'il catch comme ça parce que c'est le Johnny Gargano qu'on aime voir catcher, mais c'est pas raccord avec le Johnny Gargano qu'on nous présente en weekly. Qu'est-ce qui se passe? Si je veux apprécier un NXT TakeOver, faut pas que je regarde les weekly en fait. C'est un peu, malheureusement, cette triste conclusion que m'a apporté ce match. Il est super, par contre, voilà, mon 4,5 et... voilà, comme ça. Je l'embrasse, je lui donne beaucoup d'amour. Finale du tournoi Dusty Rhodes Classic masculin, James Drake et Zach Gibson contre MSK, anciennement les Rascals, provenance de Impact Wrestling, de Dragon Gate, du circuit indépendant, de tout ce que vous voulez. Une des dernières équipes les plus chaudes à pas avoir été encore signées quelque part. Desmond Xavier a été renommé Wesley et Zachary Vance est désormais Nash Carter. Je me suis pas du tout fait encore avec ces noms. Et c'est là, tu vois, qu'il y a un premier truc qui me nique le cerveau. On en a parlé beaucoup NXT SKO, mais Dusty Rhodes Classic, on en est à la 5e ou 6e édition, je sais plus. J'en parle au NXT SKO, je me dis, mais qui a gagné les autres éditions? En quoi ce tournoi, en réalité, est vraiment marquant? À part peut-être donner, et ça je l'ai su encore, voilà, pendant qu'on faisait le SKO, donner une opportunité au mec qui remporte ce tournoi pour être champion par équipe. Mais le tournoi, il a quel prestige? Quand tu regardes un petit peu les vainqueurs, enfin les premiers vainqueurs, c'est Finn Balor et Samoa Joe. Quelle grande équipe qui a marqué l'univers de WWE. Enfin bref, tu vois, plein de petits trucs comme ça qui me pètent au casque, qui me font dire... Bon. Et c'est aussi peut-être pour ça que ce tournoi n'a pas suscité une hype folle, notamment au niveau des codes d'audience autour de ce tournoi. Il n'y a pas eu de buzz, il n'y a pas... Voilà. Par cette signature de NSK, et encore, c'est MSK, c'est cool, mais ils affrontent une autre équipe qui est pas du tout établie, tu vois, sur la scène internationale pour le moment. Zach Gibson, James Drake, ils sont super. Dans l'idée de WWE, notamment de Triple H, c'est le revival. Ils vont arriver au ring, ils vont claquer une promo. Tiens, salut Big Flo et Oli, là, qui ont fait leur entrée avant. Bref, ils vont claquer une promo, les mecs, pour nous dire... Ouais, vous faites des saltos, vous faites des flips, tout ça, mais nous on catch à l'ancienne. Les mecs, ils ont fait une promo, c'est le revival. Bien entendu que Zach Gibson, à côté de ça, il est incroyable avec ses soon to be recognized et tout ça. Ça me va. Derrière, voilà, après derrière, pas m'étendre, mais le match est super, le match est très cool. Ça a duré combien cette affaire? Ça a duré 18 minutes. C'est un chouette match de catch qui m'a rien montré de plus côté Rascals, que je connaissais pas, que j'ignorais. C'est un chouette match de catch où les mecs sont bons, ils ont cette énergie vive qui est plaisante, qui va apporter de la fraîcheur dans le roster. J'ai été beaucoup plus attentif au travail de James Drake, qui est fantastique. James Drake, il est vraiment très très bon. À 27. T'imagines, les mecs, c'est les Grizzled Young Veterans. Il y a un mec, il a 27 ans, l'autre, il en a 30. C'est ça qui me plaît, là, dans cette équipe. Zach Gibson, pour moi, dès lors qu'il y aura plus ce concept d'équipe, je pense pas que ça durera dans le temps, Grizzled Young Veterans, mais Zach Gibson, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Il faudrait mettre une pièce sur ce mec à l'avenir pour un run solo, j'en sais rien. Comme je le lis dans le chat, à l'heure actuelle, c'est bien le catch par équipe. Très bon match, zéro ennui. Je me suis pas fait chier. Il y a eu des near falls de folie. Tout le monde a vendu le truc super bien. Le match est bon. Et
je suis un peu triste d'en ressortir en me disant j'ai vu plein de bons matchs aussi, tu vois, par le passé à NXT, et il m'a pas apporté un truc en plus. Attention, hein, c'est voilà un 3/4, 4 étoiles pour ma part, mais c'était un chouette match de catch. Le finish est tombé de manière un petit peu abrupte. On a eu double super kick, finish du MSK, célébration, ramener la coupe à la maison. D'ailleurs, encore plus de confettis hein, pour les mecs. C'est arrivé, voilà, le finish est arrivé, il n'y a pas eu un plan sur Zag... Je sais pas. Après, est-ce que c'était, dans mon idée, peut-être compliqué de passer après Kushida contre Johnny Gargano, qui vraiment, pour moi, ont fait exploser le plafond, un des matchs les plus cool que j'ai vu depuis cette ère pandémie, Gargano-Kushida. C'était peut-être pas le bon endroit où passer. Si c'était à refaire, j'aurais switché, j'aurais mis les filles à la place du mort, en quelque sorte. Chouette, alors voilà, après, du chouette catch. Je leur souhaite le meilleur aux deux équipes, que ce soit MSK ou Grizzly Young Veterans. Je pense que MSK vont très vite, si on veut pas tuer la hype, il faut que très vite ils battent Danny Burch et Oni Lorcan pour devenir champion par équipe. Et Grizzly Young Veterans, il faut trouver un truc pour que cette équipe nous intéresse au cran un peu au-dessus. Vraiment. Parce que c'est chouette. On sait pas d'ailleurs, MSK, bonne question, moi je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Dites-le dans les commentaires, dites-le sur le chat, je sais pas. Parlons des filles. Non, avant ça, un vidéoclip rap de Cameron Grimes. Hallucinant. Cameron Grimes qui nage dans le pognon depuis qu'il a investi dans GameStop. Je pense que Cameron Grimes est mon personnage préféré de NXT. Et peut-être même mon catcheur préféré de NXT. Je sais pas où ils vont, mais ils m'intriguent tellement. Là, c'est prendre des risques. Ça, c'est le NXT que j'aime. Parce qu'ils vont pas se reposer sur qui était le mec dans le circuit indépendant. Ils ont créé un univers totalement nouveau pour Cameron Grimes. Et un univers qu'ils sont déjà en train de faire évoluer. Ça me plaît. Bravo. Alors là, je suis très intrigué de voir ce qu'ils vont faire avec lui à partir de mercredi. Ça va mettre des yeux sur NXT. Les miens, en tout cas. On est parti pour les filles. Yoshirai, sans grand suspense, ça c'est un peu triste. Ma grosse tristesse. Yoshirai défend contre Mercedes Toni Storm. Dans ce qui s'apparente être un programme d'attente. À un moment donné, voilà. Yoshirai. Elle est fantastique. Elle est fantastique. Vraiment, je ne vois qu'elle. Elle est véritablement incroyable. Elle est au-dessus du game. C'est un peu fou. Ils ont fait une petite originalité. Mercedes Martinez qui va attaquer Yoshirai pendant la présentation des lutteuses. C'est un truc qui arrive très rarement du côté de NXT. Sur un takeover, sur un match de championnat. Je trouvais que c'était assez intéressant, au moins de le signaler. Mais le match va à peine démarrer que Yoshirai, voilà. Avec Toni Storm, elles ont une chimie qui est un peu folle. Et Yoshirai qui enchaîne, tu vois, toutes les esquives, les spots, les tentatives de tomber, elle remonte sur ses pieds, elle fait un double stomp, elle va à une vitesse incroyable, elle est fluide. Et en plus de ça, la meuf sourit, elle a un smile, elle s'éclate dans ce qu'elle fait, et elle a un plaisir communicatif à venir travailler, qui est, mais alors, une bouffée de bonheur, voilà. Incroyable. Alors que quand je regarde Mercedes Martinez qui a 20 ans d'expérience, ou Toni Storm, même Toni Storm, je la vois stressée. Je la sens stressée. C'est sans arrêt, il y a toujours des petits plans sur Toni Storm, malheureusement qui sont mal camouflés par la caméra, où après un spot, faut qu'elle tourne la tête pour qu'elle puisse parler, tu vois, à la catcheuse avec qui elle a fait le spot, pour savoir c'est quoi la suite, ce genre de choses-là. On sent un stress. Et quand je vois l'assurance et le naturel de Yoshirai, je me dis, mais qui au monde peut s'asseoir à la table? Alors, le monde de WWE, je sais qu'il y a des catcheuses japonaises un peu folles, peut-être Stardom, tout ça, voilà. Mais qui, dans ce monde, peut s'asseoir à la table de Yoshirai et dit, viens, on parle. Viens, on fait le catch, le vrai, tu vois, ensemble. Il n'y en a pas beaucoup. Il peut y en avoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Et avec tout le respect que j'ai pour Toni Storm, qui va représenter, tu vois, une valeur sûre de l'avenir, ou pour tout ce qu'a apporté Mercedes Martinez par le passé pour le circuit indépendant sur lequel elle a mis en lumière plein de filles, il y a un gap. Il y a un gap qui est hallucinant entre tout le monde. Enfin, surtout entre Yoshirai et les autres. Le match a une construction un peu basique, dirons-nous. Voilà. Spot 1, spot 2, spot 3, les prises de soumission à 3, bon ok. Il y a le spot qui va probablement faire rigoler tout le monde sur les internets. À un moment, voilà, Toni Storm, elle veut débarrasser la table pour faire un spot à travers une table, mais la table ne va pas rester forte et va tomber comme si elle tombait dans un trou, la pauvre. Yoshirai va grimper sur ce qu'elle a trouvé, c'est-à-dire une structure pour aller très haut et nous claquer encore une fois un crossbody de folie pour que
On est, tu vois, le joli mouvement de ce match, le joli move bien esthétique. Par contre, c'est très con, Yoshirai, il fait le gros spot. Après, on l'envoie dans les escaliers. Pendant 3 minutes, on va plus la voir. Il va juste y avoir des échanges de finish entre Mercedes Martinez et Toni Storm qui vont essayer de se jouer la gagne. Coup de genou, elle porte une espèce je sais plus, de Fisherman Buster. Mercedes Martinez, je crois que c'est son finish. Toni Storm s'en dégage. Toni Storm va porter également son Tiger Driver. Mercedes Martinez s'en dégage. Les finishes sont pas protégés, qu'est-ce qui se passe? Un gros coup d'os à je ne sais plus qui sur Twitter m'a dit lorsque Toni Storm a fait son dive, son diving headbutt. On dirait ma tata Sylvie quand elle se jette à la piscine. Je trouve ça mignon. Bon, voilà. Diving headbutt. Grosse merde niveau raccord plan WWE pour nous éviter de nous spoiler le retour de Yoshirai. Bon, on a son arrière-train, son popotin qui dépasse un petit peu du cadre là sur la droite. Donc on savait qu'elle allait faire un moonsault. Ça c'est dommage. Moi je l'ai vu, ça m'embête. Bon, très bien si vous l'avez pas vu. Bam! Moonsault de Yoshirai. Un peu opportuniste en effet, mais qui va profiter justement de l'assaut porté juste avant par Toni Storm sur Mercedes Martinez pour faire le pin sur Mercedes Martinez. Toni Storm comme ça reste un peu forte. On pourra faire un Toni Storm Yoshirai en weekly. Pourquoi pas? Ça va être bien. En attendant que Raquel Gonzalez, qui est le projet, revienne dans le game. Victoire de Yoshirai. Chouette match. Un bon 3 écarts. J'irai pas beaucoup plus loin. Encore une fois, une position difficile. Mais je les aurais inversés. Hein. J'aurais mis vraiment Yoshirai après Gargano et Kushida. Quitte à être un peu sacrifié. WrestleMania, c'est dans 55 jours. Et il y a un homme qui nous a dit qu'il allait surveiller ce match de très très près. C'est Edge. Qui allait regarder Finn Balor contre Pete Dunne. Et peut-être qu'à l'issue de ce match, il allait faire son choix pour aller à WrestleMania. Savoir qui il allait affronter. Ça a été encore une fois un des gros points de débat du NXT SKO qui a déclenché une émeute. Je l'ai entendu le chat hier quand je disais jamais il va aller l'affronter, c'est pas possible. Émeute sur la tronche de Sturi. Même pas une mention de Edge, d'une présence, d'un regard, d'un tweet, de quoi que ce soit autour de ce match. Rien. Et quelque part tant mieux. Au moins on a pu se concentrer sur ce qui nous importait, à savoir faire un bon match de catch à partir d'une storyline qui était pas forcément des plus excitantes, avec tout le respect que j'ai pour ce qui est construit en weekly. Mais là encore, nouvelle réflexion que je me fais, est-ce que j'aurais encore plus apprécié ce match si j'avais absolument pas suivi les weekly d'NXT? Parce que oui, Finn Balor contre Pete Dunne, évidemment, dès les premières minutes, dès l'entrée de Pete Dunne, dès la confrontation, tu vois, où les mecs se font face. Ok, Pete Dunne, il est jeune, il faut faire quelque chose pour la peau, je sais pas ce qui se passe. Mais dès lors que ça a commencé à catcher, qu'ils ont commencé à dévoiler leur plan, leur stratégie sur qui allait être le plus fort, c'était super. Là aussi, les mecs, ils ont une chimie qui était putain de naturelle dans le ring. Je pense qu'un mec comme Balor, qui a 40 ans, ça doit lui faire tellement plaisir de bosser avec Pete Dunne, qui va être une relève, qui a 27 ans, mais il manque un truc à Pete Dunne, je sais pas encore quoi, mais tout ce match de catch, c'est génial parce que c'est tout ce que j'aime dans le catch. C'est-à-dire, t'as deux mecs qui viennent au ring, qui ont des stratégies, tu vois, bien établies, et tout là va faire sens, et tout le selling va faire énormément de sens. Bien plus que dans Kushida d'ailleurs contre Johnny Gargano, où je reproche justement le non-selling de Gargano sur pas mal de points. Là par contre, le selling a été parfait du début à la fin. Pete Dunne, il veut péter des doigts. Balor, il va avoir un petit peu de jeu avec la jambe, on y reviendra. Déjà, on se jauge. L'idée du match, dès la première minute, on sait, ok, il va pas y avoir de coups fourrés ou quoi, mais qui est le meilleur au catch? Entre deux hommes. Pour déterminer qui est le champion à la fin, ça me va. Je pense que ça va à beaucoup d'entre vous. Ça travaille, c'est toujours hyper intelligent puisque il va y avoir une espèce de contrôle, bien entendu, comme beaucoup de phases de début de match à la WWE. On va essayer de prendre du jouer des contrôles sur les appuis, sur les poignets, sur les doigts, tout ça. Mais justement, c'est un petit peu le terrain de Pete Dunne. Et Pete Dunne, il va travailler les articulations au niveau du poignet, au niveau du coude, au niveau des doigts, dans tous les sens. Ce qu'il caractérise aujourd'hui parce que c'est le bruiserweight et on veut briser un petit peu tout ce qui est de nature articulaire, dirons-nous. Finn Balor, lui, sa stratégie va arriver un petit peu plus tard, va être dévoilée un petit peu plus tard dans le match où il va commencer à s'attaquer à la jambe de Pete Dunne. Et un selling de la part de Pete Dunne avec encore une fois une notion du détail qui est absolument folle, ne serait-ce que sur cette espèce de moonsault. Tu sais, il fait le moonsault un petit peu comme Daniel Bryan, c'est-à-dire il court vers le coin, il veut passer au-dessus de son adversaire, faire un moonsault pour essayer de le surprendre.
Il n'a pas réussi à se donner de l'amplitude. Il est retombé sur le genou. Il a commencé à boiter. J'ai trouvé ça, là on nous prend pas pour des cons. Il y a un travail sur la jambe qui est effectif direct après. Le genou, la jambe de Pete Dunne. Super. Super. Ça, c'est l'effort de donner ces petits détails qui disent je suis investi, j'en peux plus. Ça a duré 25 minutes cette affaire. J'ai pas perdu une seconde de ma vie. Tu vois, tout avait son lot d'importance. On va faire les moves à gogo avec les premières near fall. Ça commence vraiment, le match il commence vraiment à s'exciter à partir de ce moment-là. Hein. C'est ce moonsault là, esquiver, rater, la jambe qui... Voilà. Là, il va y avoir des moves dans tous les sens, des powerbombs, des near fall à gogo. On va balancer le catch 2.0, la vraie performance athlétique. Le côté sadique de Pete Dunne qui veut écraser les doigts de Finn Balor va véritablement rentrer en scène et à chaque fois... Tu vois, c'est pas Bobby Lashley qui écrase un insecte à côté du pied de Matt Riddle pour nous faire croire qu'il lui a marché sur le pied. Non. Punaise, à chaque fois que j'ai vu Pete Dunne écraser les doigts de Finn Balor, j'ai cru que c'était legit. Fantastique. Incroyable. Toujours ces petits détails. Finn Balor, il est au sol, il vend. Le genou de Pete Dunne est pas loin de lui. On met un petit coup de pied pour reprendre l'avantage. On re-choisit la faiblesse, tu vois, pour essayer d'inverser la tendance. Super! Super! Ça me va. Coup de gras! Ils ont encore dit coup de gras, les commentateurs. Vic Joseph, enfin, coup de grâce. Le double stomp de Finn Balor, contré, hop, triangle. Et là, le triangle, il est magnifique. Le triangle porté par Finn Balor, on va se retrouver dans une situation similaire à celle de Kushida et de Gargano. On va travailler 1 minute. Balor qui est sur le point de pass-out, qui va réussir au dernier moment à poser le pied sur la corde. Pete Dunne, il va vouloir enchaîner là-dessus, mais l'arbitre va s'interposer, il va dire... Non, 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 non. Je dois m'assurer qu'il est bien clean. Je me suis dit, hé, ça va peut-être être le tournant du match pour Pete Dunne. Il va pas savoir revenir. L'arbitre fait signe, ok. Balor peut continuer. Pete Dunne, gros bâtard, qui hausse les épaules en disant, bon, il peut continuer, tu vois. Voilà. Et ben on y va. Des assauts, des coups de pied dans la tronche. La violence est libérée. Balor va réussir à revenir avec des espèces de petites prises de soumission, des espèces d'anneaux de Saturne, etc. Mais il va pas réussir à bloquer tous les bras de... Il a tellement de bras, Pete Dunne. Hop, il va récupérer les doigts. Poum, on va continuer de péter des doigts. Et toutes ces explosions de doigts que nous fait Pete Dunne paraissent d'une crédibilité absolument folle. T'as vraiment l'impression que Balor est en train de rendre l'âme. Même quand Balor arrive à s'en sortir, l'autre lui lâche jamais la main. Et ça, c'est fou, ça sera hyper important pour la suite. Il va y avoir de la roublardise, bien entendu, dans ce match, puisque Pete Dunne va réussir à bloquer le bras de Finn Balor et à lui faire un auto-low blow. Le mec, il fait des low blows tout seul. De ce fait, l'arbitre est un petit peu piégé, il peut pas véritablement disqualifier, tu vois, Pete Dunne pour le coup. C'est hyper bien parce que Pete Dunne, tu vois, il fait un catch rude. Balor est rude mais un peu sport, un peu fair play, tu vois, un peu de les beaux boxeurs, tu vois, sur les affiches là, et plutôt cool, plutôt bien, plutôt babyface. Comment il s'appelle le finish de Pete Dunne, j'ai oublié. Bitter End, porté par Pete Dunne, near fall, qui va arriver derrière un de dégagement de Finn Balor. Véritablement, après cette espèce de combo low blow Bitter End, j'ai cru, vraiment cru, que Pete Dunne allait gagner. J'y ai cru. Ils m'ont eu. Alors que j'étais le premier pas convaincu qu'il allait y avoir un changement de titre pendant ce match. Ils ont réussi à m'avoir avec cette combinaison. Bravo. Bravo les mecs. Ça c'est parce que tout le catch avant, tu vois, il est bien, il m'investit, je suis à fond et... Bravo les mecs. On revient sur les doigts. Il est sadique, hein. Il revient sur les doigts comme un bâtard. Pete Dunne, c'est le Pete Dunne qu'on aime voir. Il va tenter un powerbomb que va contrer Finn Balor avec un DDT. C'est magnifique, encore une fois, dans l'exécution. Le selling de Pete Dunne est fou. Mais Pete Dunne, un peu à l'image de Kazuchika Okada qui garde le wrist control du côté de New Japan, lui va garder le contrôle des doigts. C'est du finger control qu'il va nous faire. Et à ce moment précis, tu vois, du match où Pete Dunne a toujours dans sa possession les doigts de Finn Balor, et que Finn Balor justement s'en aperçoit, il y a une espèce de panique qui se déclenche en lui en se disant « Putain, le gamin là, il est fort, il est balèze ». Et justement, il va y retourner, il va repéter les doigts de Finn Balor, il est dans sa dernière ligne droite, Pete Dunne il semble assez incontrôlable. Double stomp de la part de Balor sur le dos de Pete Dunne, là il va falloir mettre tous les cheveux dehors, il va lui retirer sa mouthpiece, son protège-dents, pour lui claquer un drop kick. Putain, il peut même plus faire ça, tu vois, avec les doigts, il est paralysé, les doigts ils tiennent plus en place.
Dropkick dans la bouche. Selling très très fort. Tu sais, t'as pas l'impression que c'est un truc fake qui passe à la Brandao 20 mètres à côté. Bam! En plein dans sa mouille. Coup de grâce derrière. Il a encore pris une amplitude de fou, Baylor, voilà, pour son coup de grâce. 1, 2, 3. Vainqueur! Et toujours champion de NXT. Champion NXT. Finn Balor. 25 minutes de match. 4,5. 4 3 quarts même, j'ai envie de dire. Tellement ce match était cool. J'ai préféré ce match à celui contre Kyle O'Reilly. Tout le monde va pas être d'accord. Le seul regret que j'ai sur ce match, c'est que j'ai peur qu'on l'oublie aussi vite qu'il est arrivé. Et c'est vraiment le problème que j'ai avec NXT. C'est qu'on oublie ce match après qu'il soit arrivé. Et là où l'aftermatch va créer beaucoup de buzz, parce que si vous êtes toujours là, il y a l'aftermatch, il va y avoir du buzz. Et en effet, que je m'excuse, je l'ai vu dans les commentaires pendant que j'étais en train de vous expliquer tout ça. Edge a bien tweeté qu'il regardait le match. Évidemment, il regarde sa femme commenter. Voilà. Il va pas venir mercredi à NXT. Mais non, il va pas venir. Il y a eu un aftermatch important. Oni Lorcan, Danny Burch sont venus attaquer Finn Balor après le match. Pete Dunne, ça m'a un peu surpris, qui rejoint le mouvement pour attaquer Balor. Pete Dunne, il a perdu. Là, pour moi, ça faisait pas beaucoup de sens qu'il s'en prenne à Finn Balor et qu'il soit mauvais perdant. Parce qu'il a été battu. Ça m'embête qu'on expose un Pete Dunne de la sorte. Mais ça, c'est anecdotique. Ce qui s'est passé là, c'est anecdotique parce que ça a juste servi de prétexte à ce que Undisputed Era vienne faire le save. Si vous avez vu NXT TakeOver, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui va relancer les intrigues pour les semaines, peut-être même mois à venir. Kyle O'Reilly, qui a été le challenger de Finn Balor ces derniers mois, est perdu, a indiqué avoir beaucoup de respect pour Finn Balor, va l'aider à se relever, va lui dire c'est bon, safe place. On a beaucoup vu ces dernières semaines Undisputed Era tourner autour de Finn Balor. Il y a une alliance qui semblait être véritablement visible. Kyle O'Reilly va inviter donc Finn Balor à poser avec les membres d'Undisputed Era qui vont tous poser, tous faire le signe d'Undisputed Era. Forcément, lui, il peut plus le faire parce que les doigts, ils sont... Et on est reparti pour un tour, les copains. Adam Cole! Vous avez tous dit bébé sur le chat, je le sais. Super kick dans la face de Finn Balor. Kyle O'Reilly, il fait... Mais non! Et tu fais quoi? Roderick Strong, il essaye de calmer aussi. Kyle O'Reilly, il est pas content. Là, vous avez bien vu qu'il y a à peu près... Ça, c'est un truc dans lequel je vous le voyais, ça y est. S'il y a un écart d'à peu près 1m80 entre deux hommes, attendez-vous à ce qu'il y ait un assaut. Super kick de la part d'Adam Cole sur Kyle O'Reilly. Et vous l'aurez compris, s'achève ainsi l'incroyable ère qui a duré 4 ans d'Undisputed Era. C'est fini. Undisputed Era est né à NXT et va mourir à NXT. Adam Cole tourne heel. Roderick Strong ne sait pas pour qui prendre parti. Et Kyle O'Reilly sera peut-être le projet du gros babyface pour la suite. Et si le Finn Balor est installé, qu'est-ce qu'on aura? Adam Cole contre Kyle O'Reilly? Dans un remake de Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano? J'achète! J'ai vu tous les matchs du côté de la PWG et de Ring of Honor. Ça va être bien! Mais on la connaît cette histoire, si vous avez suivi ce qu'il y avait avant. Comment il s'appelle, Triple H et Regal, ils se sont dit ça, il faut le donner, tu vois, au public d'NXT. Faut surfer sur ça. Je suis pas mécontent. Ça fait beaucoup de buzz, en effet, pour cette fin d'NXT. Ça met Pete Dunne vraiment au second plan et je trouve ça triste au vu de la performance qu'il vient de livrer. Mais il faut des sacrifiés dans le catch. Et là, il y a double sacrifice pour moi. On a sacrifié Pete Dunne. Et on a sacrifié peut-être Undisputed Era, qui était un des clans les plus cool de ces 4 dernières années. C'est tout pour moi.
pour ce NXT TakeOver Vengeance Day. Qu'est-ce qui s'est passé? Un show que j'ai globalement très apprécié. Où NXT a, une fois de plus, réussi à terminer son show en apothéose en nous donnant de l'inspiration pour les semaines à venir. Est-ce que les audiences remonteront grâce à cette prise de risque? Et est-ce que les fans d'NXT resteront forts? On se retrouve dans quelques minutes sur cette chaîne Twitch pour la suite du live. Et on se dit à bientôt sur la chaîne CSL Catch. C'était Sturi. Et tout le monde reste fort. Même les doigts de Finn Balor. Ciao, bye bye.